Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleski et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Bonjour tout le monde, bienvenue encore au Proprio Podcast. Aujourd'hui, une petite chronique. On vient faire une mise à jour avec Mathias. Salut Mathias, ça va bien? Salut Karine, ça va bien toi? Oui, merci. Bon, il est courtier hypothécaire chez PMML. Ils ont beaucoup de dossiers, là. Vous avez un gros volume, vous voyez beaucoup de choses, beaucoup de changements. Tu viens nous faire une petite mise à jour pour peut-être préparer un peu le monde avec ce qui s'en vient sur le marché? Oui, exact. En fait, la capsule a à être intemporelle. Hein? Donc, la date va être mise, j'imagine, au début de la capsule. Donc, c'est important de comprendre qu'au moment où on se parle, aucune annonce a été faite. Il n'y a pas de changement qui a été annoncé, des choses comme ça. Par contre, on a remarqué dans les derniers dossiers, dans les derniers mois, quelques changements, quelques resserrements. Et je pense que ça vaut vraiment la peine, en fait, de discuter de ça aujourd'hui parce que ça va vous faire en sorte de vous adapter si vous avez un prochain refinancement ou un prochain achat ou une prochaine construction je vais l'appeler le financement 2.0. Okay, appelons-le comme ça. C'est bon. Parce que le financement, ultérieurement, était beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus facile de s'adapter aux changements que la SHL a donné, aux banques et tout ça. Mais là, on sent qu'il y a vraiment un resserrement et c'est super important de planifier tout ça. Puis dans ce que je vais vous nommer, en fait, il y a 5 points super importants que la SHL et les prêteurs vont regarder. Puis c'est aujourd'hui, je pense que si vous avez un papier et un crayon, c'est le temps de prendre des notes parce que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, si tu me permets, Karine, je vais y aller. Je vais rentrer dans le sujet. Le premier point que la SHL ou les prêteurs vont regarder, c'est beaucoup au niveau du projet et de la propriété en soi. Hein. On parle du coût versus la valeur économique. Comment tu payes ton projet? Est-ce que tu payes trop cher? Ou est-ce que ton projet d'optimisation ne fait aucun sens en porte de sortie? Ou encore mieux que ça, pour relater les faits, un projet de construction qui se construit mais qui fait aucun sens au niveau du pro forma. Donc ça, c'est tous des points qui sont super importants que la SHL ou les prêteurs vont regarder. Les zones à forte vacance. Des secteurs où il y a de la vacance beaucoup plus ou des projets qui poussent beaucoup plus. Ou même dans des secteurs où il y a du risque de vacances. Présentement, on pense qu'il y a une pénurie de logements. Il y a une pénurie de logements, mais pas nécessairement dans tous les types d'actifs et pas dans tous les types de régions. Et ça, c'est important quand même là, à comprendre. On reste quand même dans du 0,9% de taux de vacances, qui est quand même super bas. Mais c'est les petits logements moins chers qui sont en pénurie. Les gros logements, il y en a beaucoup. Oui, exactement. Et parlant de gros logements, on parle de construction atypique ou des constructions luxueuses. Donc, si vous avez un projet de construction qui est axé beaucoup sur le luxe, sur un taux au pied carré super élevé au niveau du prix, tout ça, c'est quand même des risques présentement. Donc, c'est à mitiger. La CHL ne recherche pas nécessairement de la construction à du 2300, 2500 $ par mois. Ils vont vouloir du logement en mix ou avec des logements peut-être abordables, sociaux. Est-ce que tu vois qu'ils commencent à refuser des dossiers à cause du type de projet ou pas encore? En fait, c'est arrivé dans le passé, pas nécessairement qu'ils refusent des dossiers, mais qu'ils vont venir mettre une réserve peut-être de protection, appelons-la comme ça. Là, donc, un taux de vacances beaucoup plus élevé. Disons que tu as un prix au pied carré trop haut, mais tu as un taux de vacances qui peut être beaucoup plus élevé. Okay. Ils peuvent couper les revenus. Donc, ça va venir faire en sorte que ton projet va être impacté et que ta mise de fonds initiale va être beaucoup plus grande que ce que tu avais budgété au départ sur ton pro forma. Là. Eux, ils gèrent leur risque. Ils disent, bon, le projet est trop risqué pour eux. Ils veulent que le promoteur se commette plus puis ils en mettent plus. Exactement. Et l'état de l'immeuble. Alors ça, c'est quelque chose qui est peu connu, mais l'état de l'immeuble, c'est super important. Là, on a vu dans le passé des immeubles où il était beaucoup en décrépitude ou que oui, l'optimisation allait être faite, mais que la SHL pourrait exiger une visite des lieux ou même encore où le prêteur pourrait exiger le rapport d'inspection pour voir un peu qu'est-ce qui est urgent et appliquer des retenues à travers ça. Et ça, on le voit de plus en plus. Donc, si vous avez des immeubles qui sont vraiment en état de façon, appelons-le lamentable, des choses comme ça peut être un enjeu. Même si vous avez prévu faire de l'optimisation, vous pourriez avoir une retenue qui s'applique là-dessus. Donc, préparez-vous sur ça.
Fun fact, quand j'ai commencé, je me suis mis ça comme note, mais en 2019, la SCHL visitait tous les immeubles en passant. Donc, à chaque fois qu'on faisait un financement, la SCHL se déplaçait et allait voir l'immeuble. Il y avait des agents qui venaient voir qu'est-ce que tu achètes, puis ils faisaient des petits rapports. OK? Exact. Ils regardaient si ça concordait avec tout. Et là, bien évidemment, avec la COVID, est arrivé un changement de ce côté-là. Et manque de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre, une chance aussi, parce que c'est à cause du délai quand même dans les projets, là, dans les financements. Donc, mais fun fact, c'est en 2019, ils visitaient tous les immeubles. Maintenant, ils visitent vraiment s'il y a un enjeu au niveau de la valeur potentielle, un enjeu au niveau de l'état de l'immeuble. Donc, le premier point, propriété, projet. Le deuxième point, l'emprunteur et le promoteur. OK? T'es qui? T'as combien de liquidités? C'est quoi que t'as fait? C'est quoi ton expérience? C'est toutes des choses qu'ils vont regarder. Pas d'expérience pertinente, c'est un gros risque. Donc, le nombre de projets livrés est géré par la SCHL. L'historique que tu as avec la SCHL, ça, c'est super important. L'historique de crédit, OK? Et le risque réputationnel. Les banques fuient ça comme la peste, le risque réputationnel. La SCHL aussi regarde ça. Ils vont googler votre nom. Ils vont regarder est-ce que vous avez rénovicté des gens? Est-ce que vous avez fait des choses dans le passé criminellement responsables qui pourraient faire en sorte justement que votre dossier soit refusé. Donc ça, c'est super important. Si vous avez des partenaires, connaissez vos partenaires. C'est super important parce que s'il ne vous l'a pas dit, puis que là, finalement, il s'est fait emprisonner pour X raisons dans le passé, puis que ça paraît sur son punitif, des choses comme ça, c'est quelque chose qui pourrait venir annuler carrément une demande ou un dossier. Là, tu mets tout dossier confondu, construction ou acquisition d'usager. Okay. Dites-vous là, que le pire risque que la banque peut prendre, puis là, enlevons la CHL de ça, là, mais le pire risque qu'une banque peut prendre, c'est un risque réputationnel. Le risque d'être associé à quelqu'un... Une corruption quelconque. Point. Exact. Donc ça, c'est important. C'est pas on le voit rarement dans nos dossiers, mais des fois, il y a un article de journaux avec un partenaire. Oh, on le découvre en cours de route. Donc, il faut venir mitiger les risques à travers ça. Il faut expliquer l'article et il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Équipe mal montée ou incomplète, ce que j'avais nommé, c'est un peu ça que je viens de vous dire. Le troisième point est le plus important, le risque financier. Okay? Parce que là, on a géré la propriété, on a un beau projet, on a une belle propriété, on a des emprunteurs qui sont solides niveau expérience ou un promoteur solide niveau expérience, mais là, maintenant, le risque financier, c'est quoi? Bien, un ratio prêt-valeur trop élevé dans un portefeuille immobilier en général. Si le client est leveragé au maximum partout dans ses immeubles, et là, je vais même aller plus loin. S'il y a des prêteurs privés enregistrés en deuxième rang dans le parc, qu'on va déclarer, bien évidemment, et que ça fait en sorte que le ratio de couverture de dette globale du parc vient qu'à être affecté, c'est un risque hyper important. Et ça, on le voit, il y a des dossiers qui sont refusés carrément. Et même la SCHL, je vais même aller plus loin là-dessus, peuvent dire 1 an, 2 ans, stabilise tes choses et reviens nous voir. Okay. Ça, on l'a vu dans le passé avec certains clients qui étaient très en mode je veux développer rapidement, mais ça vient avec des risques de stabilisation. Donc, la stabilisation, c'est super important. Montage financier fragile ou incomplet, je l'ai pris en note ici, ça prend un plan de match. On doit présenter le plan de match au prêteur. Le prêteur est votre partenaire. C'est pas, les gens ne le voient pas de cette façon-là, mais le prêteur, c'est un partenaire qui embarque avec vous, qui prend un gros risque. Donc, il doit croire en votre projet. Donc, ça prend un plan de match qui est solide et il faut qu'il croie en vous. Ça me fait penser, quand tu dis ça, je me demande, est-ce qu'il pourrait revenir en arrière au niveau des prêts privés et des choses comme ça, vu que là, ils commencent à resserrer puis ils ont donné du lousse. Là, est-ce qu'ils vont revenir? Puis, je pense pas. Je pense pas que de refuser de rembourser des prêteurs privés avec des refinancements, là, je pense pas qu'on s'en va là. Je pense beaucoup qu'on s'en va beaucoup plus dans une gestion de risque interne que de refuser des dossiers parce que le refinancement va servir à rembourser un prêteur privé. Je pense que si quelqu'un fait de la grosse optimisation, fait de la rénoviction, puis ça, c'est pas depuis hier, là, ça date déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années où ils sont à cheval là-dessus. Je pense que ça va s'essouffler éventuellement. Ils vont choisir un bassin d'investisseurs avec lesquels ils veulent travailler beaucoup plus, je pense. C'est mon avis. Et encore là, il n'y a pas rien qui est sorti. On va avoir possiblement des nouvelles dans les prochaines semaines, mais écoute, avec le nombre de dossiers qu'on a en cours, on le voit un petit peu, là, qu'est-ce qui se trame, appelons ça comme ça. Là. Je continue dans le fond, dans le financier. Donc, on avait dit pas de liquidité. Au niveau de la valeur nette, le 25% de ratio est super important à respecter.
même dans des actifs plus risqués, des constructions plus risquées, dans des secteurs qui sont secondaires ou tertiaires, on peut demander plus que 25 % au niveau du risque d'absorption, des choses comme ça. Absence de marge de crédit, d'actifs, non-liquidité, des fonds limités. Tout ça, ça l'ajoute du risque. Il faut voir le financement comme étant un projet en son ensemble, et plus on ajoute du risque, plus on ajoute des chances de se faire refuser ou de se faire couper du prêt. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut arriver si, disons, sur 3 facettes sur 5, vous êtes à risque. Ben, il y a des banques qui vont peut-être dire « Oui, je veux travailler avec toi », mais la SCHL va dire « Non, je ne t'assure pas ». Et là, tu vas devoir retourner en conventionnel après ça. Est-ce que tu as déjà vu ça, des dossiers où la SCHL coupait des critères pour un projet, prête moins, mais que le promoteur, avec mettons la Banque nationale, Desjardins ou peu importe le prêteur, eux, ils peuvent quand même prêter un peu plus versus la SCHL, ou ils vont souvent se fier à ce que la SCHL... Non, exact. C'est une très bonne question. Quand on va en SCHL, ils vont toujours se fier par rapport à ce que la SCHL va émettre sur son certificat, parce que c'est une assurance de prêt. Donc, ils vont débourser ce qu'il y a sur le certificat. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent t'ouvrir des facultés de crédit ou des facilités de crédit, appelons-les comme ça? Ouais. Potentiellement, si tu as un client qui est solide, puis que, tu sais, on n'est pas capable d'expliquer. Est-ce qu'ils vont vouloir faire une autre tranche, pas assurée, mais avec un taux plus élevé? Exact, c'est ça. Ça va dépendre toujours de la situation du client. Puis si on n'a pas vraiment d'explication du pourquoi on s'est fait couper, parce que s'ils se font couper, il y a quelque chose. Là, la SCHL ne veut pas couper pour couper, donc il y a quelque chose. Maintenant, la banque va poser des questions, mais sinon, on est capable de le défendre, puis qu'on est capable d'ouvrir une faculté de crédit, une facilité de crédit à ce niveau-là. Ben oui, j'ai déjà vu ça dans certains dossiers, mais écoutez, c'est pas monnaie courante. Là. C'est des dossiers qui sont particuliers. Il ne faut pas se fier là-dessus pour faire passer le projet. Okay. Exact. Puis, bien évidemment, prévision irréaliste. Hein, si on fait un proforma qui n'a pas de bon sens avec des revenus qui sont super élevés, des dépenses qui sont super optimisées, un coût de construction super optimiste, ben, ça fait partie du résultat financier qui met à risque le projet. Donc, il y a des chances que la SCHL n'embarque pas là-dedans ou les prêteurs n'embarquent pas là-dedans. La structure fiscale qui est opaque, hein, surtout s'il y a beaucoup d'interco au niveau de la mise de fonds, des choses comme ça, ils ont resserré les critères au niveau du Anti-Money Laundry, l'AML. C'est super important, c'est quand on veut définir de la mise de fonds provient de où. Bien évidemment, on doit démontrer avec les liquidités un 3 mois de relevé bancaire pour être capable de dire « Hey, by the way, la mise de fonds provient de là ». Par contre, si vous avez 20 partenaires, puis que les 20 partenaires mettent chacun 100 000 $, bien, ça me prend les 20 partenaires avec le 100 000 qui démontrent d'où provient la liquidité. Avant, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on disait qu'il y a un partenaire qui a beaucoup de liquidité. C'est lui qui la met, puis après ça, on y va avec ça. Maintenant, ils sont beaucoup plus stiffs là-dessus. Donc, encore là, je vous parle de resserrement de crédit depuis le début. Ça fait partie de l'équation là, qu'on discute depuis le début. Au niveau de la construction, là, c'est surtout, comme je vous dis, seulement avec la construction, mais aussi ça peut être dans les projets d'optimisation. Ouais. Un délai est réaliste. Donc, disons, le client il soumet un dossier de construction avec un délai de 3 mois, quand on le sait que ça va prendre 6 ou 8 ou 10 mois. Bien, ça peut amener un problème à ce niveau-là. Même chose pour l'optimisation d'immeubles. Donc, d'avoir un plan de match d'optimisation sur un parc, disons, j'ai déjà eu des projets où c'était des 200-300 logements, mais que la projection de construction était beaucoup trop optimiste. Bien, il faut venir mitiger ça puis expliquer le pourquoi puis comment on va être capable de rénover autant de logements puis comment on va traiter les locataires qui sont en place. Ça revient à l'autre point que tu as parlé. T'en as-tu déjà fait? Exact. Si tu n'as jamais rien fait, ils vont moins... Et si tu te lances avec un 300 logements, même si tu as 25 millions, mais tu n'as jamais rénové un logement de ta vie, il y a des bonnes chances que ça soit refusé quand même. Je comprends. Vous comprenez? Fait que c'est là que je vous dis que les facettes sont super importantes. Délai irréaliste, hein, je vous l'ai dit. Pas de contrat à prix fixe. Ça, beaucoup de la construction, là, c'est le fameux cost plus et tout ça. C'est quand même assez risqué. La SCHL vise beaucoup plus du prix fixe. Pour les projets de construction, ça vient sécuriser l'assureur et le prêteur à ce niveau-là. Un taux faible de contingence. La contingence, c'est super important au niveau des dépassements de coûts. Ça prend une contingence. Si vous dites « Ah, moi, je construis, je le sais, je l'ai déjà fait dans le passé, ça va être ça », ça prend quand même une contingence qui a été mise dans le coût de construction qu'on va émettre au départ. Il aime ça quoi, du 5 Ça dépend du projet, dépendant de la grosseur du projet, mais normalement, on voit 5 effectivement. Et ça prend un profit promoteur. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens pensent hey, si on met trop de profit, la SCHL, les prêteurs n'aimeront pas ça. En fait, trop, c'est comme pas assez. Je suis d'accord avec vous, mais pas assez non plus, c'est pas bon. Ouais. Parce que si jamais le prêteur reprend ce projet-là,
il va le redonner à un autre constructeur. Et s'il le redonne à un autre constructeur, mais qu'il n'y a pas de profit, il n'y a personne qui va vouloir le prendre. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il soit attrayant, le projet. Exactement, il faut qu'il soit attrayant. Donc, n'ayez pas peur de vous mettre un profit qui est raisonnable. Puis nous, on est capable de vous le dire. On en fait tellement, on le sait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On travaille aussi avec le consultant en coût, justement, pour établir ces barèmes-là. Puis au pro format initial, on est capable de venir mettre ça en place. Et l'échéance au niveau des déboursés, ça, c'est super important avec les projets de construction. On veut être sûr que, je parlais de consultant en coût, là, ça l'ouvre bien la porte, mais de prévoir votre consultant en coût au début du projet. Moi, quand je fais mes projets de construction avec mes clients, je vais toujours avoir une bonne discussion avec le consultant en coût initialement pour trouver le plan de match au niveau des déboursés, puis au niveau, être sûr que si on a souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils commencent la construction avant même que le financement soit fait. Ouais. Et ça, c'est dangereux. J'aime pas ça. Je le dis à tous mes clients, faites pas ça. Mais 90%, c'est tous des coquilles. Ils partent tout le projet. Fait que là, après ça, le téléphone sonne, puis ils disent... Ils sont autoconstructeurs, ils ont des grosses marges. Exact, mais ça va vite. Ça va ouais. très, très, très vite. Et je leur dis, fais attention, les délais CHL, on les contrôle pas. On ne contrôle pas les délais du crédit non plus. Moi, je peux soumettre ton dossier super vite. J'ai une grosse équipe. Mais après ça, là, je perds un peu le contrôle au niveau des délais. Je subis. C'est ce qu'on fait. Puis on va le subir ensemble. Puis si tu as des factures qui rentrent à toutes les semaines, puis que ta marge de crédit, ta grosse marge de crédit est pleine, puis que toutes tes liquidités sont injectées, tu vas être obligé d'appeler ton partner et de dire « Hey, j'ai besoin d'un cash call ». Ou tu vas être obligé toi-même de faire un cash call. Et c'est pas le fun. Ouais. Puis après ça, la pression tombe sur moi. Puis ça, la pression, je suis capable d'en prendre. Mais à un moment donné, je peux faire des suivis. On peut les faire serrer, ces suivis-là, mais je peux pas non plus aller faire le crédit de la banque à la fin du processus. Je peux pas l'inventer, là. Exact. Je peux, par contre, parler au consultant en coût. Là, j'ai fait une grosse parenthèse pour revenir à ce que j'allais dire, mais je peux parler au consultant en coût pour préparer le premier déboursé qui est toujours vérifié par la SCHL. Ouais. Donc, on veut préparer tous les documents en amont, s'assurer que tout est fait, qu'on a fourni tous les documents nécessaires au premier déboursé pour que ça soit fluide et que le client n'attende pas 3 semaines, 1 mois pour le premier déboursé une fois que le crédit a approuvé le dossier. Ouais. Donc, ça, c'est important. Et le dernier point, c'est l'exploitation. Puis ça, vous connaissez ça, l'exploitation, vous faites de la gestion immobilière. Mais si vous n'avez aucune expérience de gestion immobilière, j'ai déjà vu dans certains dossiers la SCHL exiger une gestion. Oui, puis on a des gens qui nous ont appelés pour avoir des prix pour faire gérer leur immeuble parce que la SCHL leur exigeait. Là. Exact. Donc, la SCHL peut l'exiger, les prêteurs peuvent l'exiger. Puis c'était pas sur des gros projets, là. Il y en a qui c'est des petits multis. C'est là, souvent les petits, parce que quand tu es rendu à acheter du 300-400 logements, normalement, tu as une gestion ou tu travailles avec une gestion depuis des années, tu es rodé, tu es capable de démontrer tout ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est super important. Je vous résume. Propriété, projet, emprunteur, promoteur, financier, construction / projet d'optimisation et l'exploitation. Je vous le dis, guys, ces points-là, dans quelques semaines, puis j'ai aucune information à l'interne, il n'y a personne qui a l'information, puis s'il y a des gens qui vous disent qu'ils savent, c'est des menteurs, ils ne le savent pas. On ne sait pas ce qui s'en vient. Chose certaine, avec ce qu'on voit dans le marché depuis quelques semaines, possiblement que ces critères-là vont se resserrer et ils vont être beaucoup plus à cheval sur tout ce que je viens de vous nommer là. Donc, je trouvais que de faire une chronique là-dessus, c'était super important. Surtout si vous avez des projets en développement ou des achats sur la table. Préparez, en fait, votre plan de match en fonction de ce que je viens de vous dire et faites en sorte que le banquier ou le courtier ou peu importe la personne qui s'occupe de vos financements est au fait de ça et va venir mitiger chacun de ces risques-là dans sa brochure de financement. C'est important. Donc, avant même de penser à soumettre le dossier, assurez-vous de repasser cette liste-là et de faire en sorte que votre projet coche, du moins, la plupart des cases. Ouais, c'est parfait, c'est ta chronique. Ça va avoir préparé beaucoup les gens. Puis j'ai hâte que tu reviennes peut-être fin juin, là, quand la SCHL, des fois, ils annoncent des changements, voir qu'est-ce que ça va avoir donné. Puis s'ils ont changé d'autres critères aussi, tu pourras revenir nous parler puis concrétiser tout ça. Il y a plein de rumeurs qui circulent, mais tu sais, à un moment donné, commencer à faire la machine à rumeurs, je trouve pas ça intelligent parce que ça fait craindre peut-être les gens. Ce qu'on dit, moi, depuis là, je suis sur le radar, comme vous savez, ce qu'on dit aux gens, c'est préparez-vous. Ça fait 4 ans qu'il y a des annonces pas mal dans ces dates-là. C'est ça. On le sait que ça s'en vient. Maintenant, il n'y aura pas de deadline. Ça va être tout de suite, effectif immédiatement. Est-ce que maintenant, ça va être pour les dossiers soumis ou les dossiers qui sont dans les mains d'un souscripteur? Ça peut même être ça, là. Donc, même si tu as soumis ton dossier, si le dossier n'est pas pris en charge, ça se peut même... Si tu n'as pas ton attestation, ça se peut qu'il soit changé pareil, même si tu es dans le cours. Ou que le souscripteur soit en train de le traiter, là, peut-être que tu vas être correct. Mais encore là, on n'a pas d'infos.
Puis c'est correct. Je pense que la SCHL a appris aussi de leurs erreurs dans le passé. Ils ont donné l'info. Écoutez, moi, Quand ils donnent des fois avec des délais, ce que ça a fait par le passé, on l'a vu l'année passée, ça a créé un émoi, puis tout le monde voulait notarier, c'était complètement fou. 80 dossiers en 2 semaines. C'est ça. C'est démesuré. Là. Mes analystes, mes adjointes, mes courtiers ont resté au bureau jusqu'à minuit, 1h, 2h le soir. Puis ça, c'est pas juste notre équipe, c'est toutes les équipes au Québec. Ben, juste nous, il a fallu qu'on pagaille un dossier. On achetait un 18 logements qui était à risque d'être contaminé, qui était probablement contaminé. Pas de phase 2, pas de phase 3. On a fait une retenue au notaire. Les vendeurs, il fallait qu'ils vendent avant le 25 juin. Fait qu'on a acheté l'immeuble, mais on s'est protégé. Grosse convention. Oui, parce que ça n'avait aucun sens. Là, mais on a acheté quand même un immeuble qu'on savait qu'il allait probablement être contaminé. Personne n'aurait fait ça. Puis là, un an plus tard, l'abolition de cette règle-là qui se passe, là, tu dis, ah, tabarouette. Oui, c'est ça. C'est gênant. Mais tu sais, ça fait partie de la game. Puis je pense que ceux qui s'en sortent le plus, c'est ceux qui sont les plus... informés puis qui sont entourés aussi. Là, entourés, mais moi, je vois ça comme un gros paquebot. Okay? C'est un énorme paquebot, mais dans un petit lac. Puis là, il faut s'enrurer tout le temps de façon à ce que c'est inconfortable. Exact. C'est inconfortable, mais OK, il faut prendre cette direction-là. Puis j'ai des clients qui ont perdu énormément d'argent quand on a eu le changement des prêteurs privés. Là. Ouais. On ne pouvait plus rembourser prêteurs privés. Il y a des clients qui ont été en prêteurs alternatifs, qui ont payé des gros frais, que ça fait 1 an qu'ils sont là, puis là, on est en train de les sortir de ça, mais ça s'est annulé, cette règle-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est inconfortable, mais ça reste que dans 10 ans, dans 20 ans, ça va avoir quand même été un bon move de faire l'immobilier. Oui, c'est vrai. C'est une belle conclusion. Exact. Bon, merci Mathias, on se revoit bientôt.